Bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, voilà, donc j'ai la mission donc d'être modérateur pour cette session. Moi-même, si vous voulez, donc en tant que je suis professeur donc de sociologie à l'IMT Atlantique de Nantes et donc un représentant donc des sciences humaines et sociales. Et puis je suis investi donc moi-même sur un programme de recherche donc sur ce domaine. Voilà donc sans tarder, donc nous allons donc lancer les présentations. Dans l'ordre, donc, le docteur Céline Lancelot de l'Université d'Angers, et suivi ensuite donc de Madame Anne-Claire Leduc pour l'association Un défi de taille. Néanmoins, en liminaire, je voudrais donner une information un peu dommageable, mais un peu triste. Le docteur Laurent Pasquier ne pourra pas assurer sa présentation. Nous avons reçu ce matin un message de sa part comme quoi un membre de sa famille est assez gravement touché et il a dû donc, nous informer de son impossibilité de pouvoir assurer cette présentation. Voilà. Nous allons entendre donc deux présentations. Et puis ensuite, comme il est prévu, nous engagerons donc le débat avec l'audience sur ces deux présentations. Sans tarder, donc, je vais laisser la parole à Madame Céline Lancelot de l'Université d'Angers pour la présentation donc, de son travail de recherche. Merci à vous. Donc, merci beaucoup. En préambule, je voulais également remercier les organisateurs de ce colloque régional Grand Ouest et me permettre en fait de vous exposer un projet de recherche qui est porté par le laboratoire de psychologie des Pays de la Loire, de l'Université d'Angers, l'association Groupe Amitié Turner et le CHU. Cette étude, elle s'intéresse au retentissement des capacités de cognition sociale et de cognition affective sur le fonctionnement social et les habiletés relationnelles des adolescentes avec un syndrome de Turner. Et elle bénéficie du soutien financier de la Fondation Maladies Rares et du programme nigérien Enfance et Jeunesse. Alors, bien qu'il existe une grande variabilité, une grande hétérogénéité chez les patientes présentant un syndrome de Turner, et ce tant au niveau comportemental qu'au niveau cognitif, il a pu être mis en évidence en fait, ou suggérer l'existence d'une fragilité du fonctionnement social et interpersonnel chez certaines jeunes filles avec un syndrome de Turner. Cela a pu être rapporté par les familles qui jugent leurs enfants comme étant plus immatures que leurs camarades, présentant également un retrait social et une timidité plus marquée que les autres enfants. Les jeunes filles souffrant également, présentant un syndrome de Turner, se plaignent également de difficultés. Alors, les plaintes ne sont pas systématiques, mais elles peuvent apparaître et on les retrouve par exemple sur les forums de discussion. Elles se considèrent comme étant moins populaires, comme présentant ou ayant moins d'amis que leurs camarades et elles prennent moins part aux activités sociales. Alors, ces fragilités du fonctionnement social, elles peuvent conduire à une augmentation de l'anxiété et elles vont pouvoir impacter l'estime de soi et la qualité de vie de ces jeunes filles. C'est dans ce contexte et au regard des répercussions potentielles sur les performances scolaires et le sentiment de bien-être des adolescentes que ce projet de recherche qui interroge les processus cognitifs, mais aussi les facteurs psychologiques en jeu dans le fonctionnement social chez les jeunes patientes avec un syndrome de Turner, que ce projet a été proposé. Alors, selon les modèles théoriques, l'apparition, l'évolution et la diversité du fonctionnement social, et notamment de l'interaction sociale, comme vous pouvez le voir ici, résulte de l'interaction entre des dimensions biologiques, des dimensions psychologiques et éducatives, mais aussi des dimensions cognitives, socio-émotionnelles. Et tous ces éléments-là, en fait, vont participer au développement des habiletés sociales.
Les processus cognitifs qui sous-tendent ce développement des habiletés sociales sont des processus de haut niveau qui vont interroger les processus d'attention notamment, les capacités socio-émotionnelles, comment je traite une émotion chez l'autre, comment je régule mon émotion, etc. L'objectif étant en fait d'avoir des relations sociales les plus adaptées possibles par rapport à la situation environnementale. Alors, tous ces éléments vont avoir un impact, ils vont être en interaction et puis il va y avoir une influence en fait des processus psychologiques, mais aussi des processus biologiques. Or, il a pu être mis en évidence dans les travaux en imagerie fonctionnelle, en neuroimagerie notamment, qu'il existait en fait des différences structurales et fonctionnelles au niveau cérébral entre des femmes avec un syndrome de Turner et des sujets contrôle. Alors, ces modifications touchent plus particulièrement le cortex orbitofrontal, mais également les régions singulaires antérieures, le pôle temporal, les gyrés temporaux supérieurs et enfin les structures médianes du lobe temporal, dont l'amygdale, dont le rôle va être extrêmement important dans le contexte de l'interaction sociale et dans le traitement des émotions. En effet, on sait, au travers des travaux qui ont été réalisés chez des sujets en bonne santé, que toutes ces structures pour lesquelles il y a des modifications dans le syndrome de Turner, en fait, participent au fonctionnement social et participent à l'interaction sociale. Donc, même si les profils cognitifs sont très variables d'une jeune fille, d'une patiente à l'autre, et c'est l'autre argument pour la conduite de ce projet, eh bien, il a pu également être mis en évidence par un certain nombre d'études de l'existence en fait, de fragilité du fonctionnement cognitif, avec notamment des difficultés attentionnelles, des fragilités en mathématiques, des difficultés dans le traitement de l'information spatiale, mais on a aussi des perturbations qui ont été identifiées là sur des questions qui sont plus d'intérêt par rapport au projet, avec notamment des difficultés et des fragilités au niveau des habiletés sociales, une augmentation de l'anxiété chez ces jeunes filles, ou tout de moins des plaintes, et également en fait, des difficultés au niveau du comportement et d'une plainte concernant l'immaturité. Alors, au regard de ces éléments, et compte tenu de l'hétérogénéité des manifestations cognitives et comportementales dans le cadre du syndrome de Turner, c'est quelque chose qui est systématiquement rappelé dans la littérature aujourd'hui, eh bien, nous nous sommes proposés d'examiner l'impact des habiletés de traitement et de compréhension des informations sociales sur les compétences relationnelles et l'ajustement social des jeunes filles avec un syndrome de Turner. Alors, c'est dans ce contexte qu'une étude prospective, multicentrique, impliquant les équipes d'endocrinologie pédiatrique du CHU d'Angers, du CHU de Nantes et du CHU de Rennes a été proposée, et je profite de l'opportunité qui m'est donnée pour remercier toutes les équipes médicales pour soutenir ce projet, en nous donnant la possibilité en fait, de rencontrer les patientes. Le recueil de données est en cours, je reviendrai dessus. Et les participantes qui sont confrontées à cette étude eh bien, sont au nombre de 3 groupes. On a un groupe de jeunes filles avec un syndrome de Turner. Toutes les jeunes filles sont âgées entre 10 et 16 ans. Un groupe de jeunes filles contrôle avec un retard de croissance. Et puis, un 3e groupe de sujets contrôle. Là, cette fois, en fait, on confronte les jeunes filles sans anomalies de croissance et des jeunes filles en bonne santé pour pouvoir, l'objectif étant de vérifier ou d'interroger la spécificité des troubles dans le syndrome de Turner pour essayer d'expliquer les manifestations comportementales dont elles se plaignent. Toutes ces jeunes filles, en fait, sont confrontées à un protocole qui va associer un bilan neuropsychologique standard, ainsi que des épreuves permettant d'évaluer les capacités de reconnaissance des émotions, de la régulation des émotions, de la question de l'empathie. En parallèle, pour pouvoir
évaluer ou apprécier la dimension psychologique, eh bien, ces jeunes filles, en fait, on leur propose de compléter des questionnaires pour apprécier leur estime d'elles-mêmes, l'anxiété, la dépression. Et en parallèle de tout ça, eh bien, des questionnaires sur le fonctionnement social sont également proposés à ces jeunes filles. L'objectif étant de pouvoir interroger au préalable de prise en charge les fragilités ou non chez certaines jeunes filles. La variabilité interindividuelle est extrêmement forte et donc l'objectif de cette étude est ensuite de pouvoir non seulement mieux comprendre le syndrome de Turner, les variabilités du syndrome de Turner, mais aussi finalement pouvoir ajuster les prises en charge qui peuvent être proposées à ces jeunes filles. Le recueil de données, comme je vous le disais, est en cours. Il a été, comme pour un grand nombre de projets, impacté par la situation sanitaire que nous vivons depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'espère que, donc pour l'instant, je n'ai pas de données à présenter. Le groupe n'est pas encore complet, donc j'attends en fait d'avoir la totalité du groupe de patients pour pouvoir exposer les travaux et j'espère que je pourrai vous les présenter lors d'un prochain colloque. Donc, je termine par quelques remerciements aux équipes médicales des différents centres hospitaliers qui sont intégrés dans ce projet et puis aux 2 collègues qui ont été recrutés sur le projet financé par la Fondation Maladies Rares. Et je profite encore de l'opportunité qui m'est donnée pour remercier la Fondation Maladies Rares, tous les mécènes, et puis l'Université d'Angers d'avoir accepté que je conduise cette recherche. Je vous remercie beaucoup. Alors, bonjour à tous. Merci aussi pour cette invitation. Donc, moi, je m'appelle Anne-Claire Leduc. Je suis la présidente de l'association Un défi de taille, donc une association nationale qui représente les dysplasies spondylo-épimétaphysaires. Et je suis par ailleurs arrivée en renfort auprès d'une collègue sur la délégation Bretagne Alliance Maladies Rares. Donc, l'objectif de ce matin est de vous présenter un peu, de reprendre un peu en tout cas ce que c'est que l'Alliance, de refaire un point dessus et puis de mettre en avant en fait les actions de l'Alliance et notamment bien évidemment au sein des sciences humaines et sociales. Alors, donc tout d'abord, il faut savoir, peut-être que déjà le savent, l'Alliance, c'est un peu plus de 230 associations qui sont expertes dans leur maladie. Donc, on est vraiment sur un collectif qui est co-construit par l'ensemble des associations. Donc, l'Alliance porte bien évidemment la voix des 3 millions de personnes concernées par les maladies rares en France. Elle a pour objectif de co-construire des plans. Elle défend des lois et elle siège dans plusieurs instances de santé. Donc, je pourrais mettre en avant, par exemple, le comité national de dépistage anténatal ou encore la Banque nationale des données maladies rares. Enfin, j'ai envie de dire que ce sont les 2 plus gros importants. Et puis, l'Alliance, bien évidemment, soutient et renforce les associations membres qui accompagnent et orientent au quotidien les personnes malades et leurs familles. Donc, les combats de l'Alliance sont bien évidemment autour de l'errance de diagnostic, autour de la recherche, la volonté d'avoir un traitement pour tous, la nécessité d'apporter une expertise sur les maladies rares et de faire en sorte de rompre l'isolement des familles et notamment dans le cadre de leur parcours de vie lié à comment on vit avec une maladie rare en France aujourd'hui. Donc, l'Alliance, c'est un combat associatif d'un peu plus de 15 ans. Donc, c'est vrai qu'on a quand même une dynamique française qui est
plutôt forte, notamment donc, par les associations de malades, puisque je vous disais tout à l'heure, on en représente quand même 230. Il y a aussi une impulsion politique majeure qui est non négligeable en France, hein, qui date du Parlement en 2004, et puis donc le président de la République en 2011, hein, qui a été aussi porteur. Il y a une approche globale de la lutte contre les maladies rares, attaquant simultanément et de manière coordonnée tous les sujets, indépendamment des cloisonnements institutionnels. Et donc une construction forte de la politique publique avec tous les acteurs et notamment les associations de malades à travers de nombreuses concertations et groupes de travail, avec notamment un congrès qui arrive bientôt. Donc j'en profite aussi pour refaire un petit point sur la touche française, parce qu'on est un modèle unique en France, sur le fonctionnement de la plateforme Maladies Rares, hein, puisqu'on retrouve voilà, l'ensemble des acteurs, et on est vraiment… donc ça représente quand même beaucoup de bénévoles, beaucoup de salariés qui sont vraiment mobilisés dans un combat pour les maladies rares, pour les personnes atteintes et pour leur entourage. Donc, on retrouve bien évidemment l'Alliance, la Fondation, Maladies Rares Info Service, la FM Téléthon, Aurore 10 et puis donc Orphanet. Alors, la place de la recherche donc, dans les maladies rares. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis désolée, mon PowerPoint s'est arrêté et ne veut pas se relancer. Vous voyez quand même? Oui, on voit très bien. Oui, d'accord, ok. Alors, donc la place de la recherche dans les maladies rares, donc, et notamment donc, autour des sciences humaines et sociales. Donc, il y a eu une mobilisation forte suite au PNMR2, donc le Plan national maladies rares 2, pardon, pour la création donc, de la Fondation Maladies Rares. Donc aujourd'hui, l'Alliance fait partie donc, des 5 membres fondateurs. L'Alliance, elle a vraiment toujours milité pour développer la recherche et faire en sorte que les appels à projets en sciences humaines et sociales puissent émerger au sein de l'association. C'est vraiment un axe fort lors de la création de la fondation. Donc le PNMR3, bien évidemment, a mis en avant le fait qu'il était important de développer la recherche en sciences humaines et sociales. Donc, il y a vraiment une volonté d'impulser un nouvel élan à la recherche sur les maladies rares par le développement de la Fondation Maladies Rares. Donc, aujourd'hui, effectivement, on souligne, hein, le travail de la Fondation, notamment parce que c'est la seule structure qui valorise les sciences humaines et sociales. Et puis, il y a une réunion en fait, des acteurs de la recherche et du soin qui a pour objectif d'aider à construire des dispositifs qui sont structurants et enfin de les proposer au pouvoir public. Alors, les sciences humaines et sociales, donc c'est vraiment un outil fondamental. Donc pour prouver la spécificité des maladies rares sur certains sujets transversaux tels que le parcours de vie des malades, tels que les annonces de diagnostic, enfin, plein de sujets, parce que les sciences humaines et sociales touchent à un ensemble de thématiques. Donc les acteurs des maladies rares ont vraiment besoin de données objectives. Et c'est vrai qu'il est essentiel aujourd'hui qu'un travail interdisciplinaire qui va être porté par des sociologues, des anthropologues, des psychologues, enfin toute profession qui est amenée à toucher les sciences humaines et sociales peut nous permettre, en tout cas, peut permettre à l'ensemble des maladies rares de mettre en relief les spécificités de ces maladies et ce, de manière bien évidemment objective. Donc, le rôle de l'Alliance, c'est de créer des synergies, des dynamiques de travail pour favoriser ces coopérations et ce travail interdisciplinaire. La transversalité est vraiment importante dans le champ des sciences humaines et sociales. Donc, je pourrais vous donner en exemple ERADIAG, qui est une recherche transversale qui a été portée par l'Alliance Maladies Rares en 2016. Pour resituer un petit peu le contexte, en fait,
en 99, il y avait déjà eu quelques études autour de l'errance de diagnostic. Seulement, il était vraiment important qu'on ait une enquête représentative, une grosse enquête représentative pour mettre en œuvre en fait, l'importance de travailler dans ce domaine au sein des maladies rares. Et en fait, cette enquête qui a été réalisée est vraiment d'un haut niveau d'un point de vue technique, et d'ailleurs a été mise en avant dans le plan national maladies rares 3. Et ça a vraiment été une rampe de lancement en fait, parce que ça a été vraiment porté par les associations de malades. C'était très, très transversal puisque ça concernait l'ensemble des maladies rares. On avait quand même à l'intérieur des données sociologiques. Alors, je pense notamment tout ce qui peut être en lien avec le sexe, les personnes, là où elles habitaient, les catégories socioprofessionnelles, enfin voilà, un ensemble. Alors, pas tout, bien évidemment, autour des sciences humaines et sociales, mais il y avait certains aspects. Et en fait, c'est grâce à cette transversalité que Eradiag a pris tout son sens et qu'il a été porté, et qu'aujourd'hui, enfin en tout cas aujourd'hui, lors du plan national maladie rare 3, il était extrêmement mis en avant. Donc les sciences humaines, pour nous, c'est vraiment une invitation au décloisonnement des professionnels de santé. Voilà. Quelle piste d'évolution donc dans le champ des sciences humaines et sociales? Donc, il est vraiment important qu'on puisse mieux valoriser les travaux de la Fondation Maladies Rares. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est vraiment de s'assurer de l'apport de la recherche dans le quotidien des familles. Quelles vont être les améliorations, quelles vont être les solutions concrètes qu'on va pouvoir leur proposer aujourd'hui et demain. Il y a aussi une réflexion, je pense, à mener autour de l'investissement des filières qui, je pense, ont un rôle à jouer dans le développement de la recherche, notamment dans les sciences humaines et sociales. Alors peut-être en proposant des appels à projets et puis peut-être en assurer le financement, parce que tout ça a un coût. Et puis, je finirai sur les pistes de sujets qui pourraient intéresser aujourd'hui les associations de malades dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc, l'inclusion à l'école, au travail, d'objectiver le bénéfice apporté par la création d'un statut de patient expert, parce que c'est vraiment une plus-value objective, nous en sommes certains. Et puis, tout ce qui va concerner l'éthique. Donc, on pense à l'annonce de diagnostic, à l'impact de la thérapie génique, à la bioéthique, un ensemble de thématiques qui aujourd'hui sont soulevées par les associations de malades. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis encore merci pour cette invitation. Écoutez, ce que je propose, c'est que nous entrions donc dans le débat à partir de ces tout à fait intéressantes présentations. Comment avez-vous constitué votre groupe contrôle de jeunes filles avec retard statural? Et puis, question qui vient avec, une éventuelle hétérogénéité étiologique pourrait-elle constituer un biais et ou des difficultés d'analyse? Voilà, Madame Lancelot, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, en fait, le groupe de jeunes filles avec retard de croissance est composé en fait de deux sous-groupes. Enfin, deux sous-groupes. Il y a deux origines qui ont été sélectionnées après discussion en fait avec les équipes médicales. Donc, il y a des jeunes filles avec un déficit en hormones de croissance qui participent à cette recherche. Et puis, au regard également de la spécificité du syndrome de Turner, il y a des jeunes filles en fait avec un retard de croissance, un retard de croissance intra-utérin qui a été intégré. Pour toutes les
patiente de ce groupe contrôle. On s'assure au préalable en fait que l'IRM en fait est normal, donc il n'y a pas de modification au niveau cérébral. Après, pour répondre à votre deuxième question, la deuxième partie de votre question, est-ce que c'est l'hétérogénéité étiologique pourrait constituer un biais? Là, pour le coup, je n'ai pas les compétences médicales pour pouvoir répondre à votre question. Alors, s'il y a un médecin qui veut m'aider pour répondre à la question, je suis tout à fait ouverte. Mais ça, c'est des questions qui seront abordées par la suite avec les collègues du CHU. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà. Écoutez, voilà, je pense que Mme Toutain pourra peut-être conforter ou pas votre réponse. De la part de Mme Anna Cresmeas, une question plus, je vais vous la lire, hein, liée à la préoccupation du contexte actuel. Comment estimez-vous l'impact de cette situation actuelle où les rapports sociaux entre jeunes sont particulièrement impactés et semble assez anxiogène sur les évaluations effectuées sur les jeunes filles? Alors, la situation sanitaire actuelle, effectivement, génère de l'anxiété globalement, que ce soit chez les jeunes filles avec un syndrome de Turner, chez leurs parents, mais aussi chez tout à chacun. Puisqu'effectivement, en fait, tous les adolescents, mais nous aussi en tant qu'adultes, sommes confrontés finalement à cette limitation des relations sociales. On le voit encore aujourd'hui au travers de ce colloque où nous sommes tous à distance, qui limite aussi les échanges réels entre individus et les interactions entre individus. Donc, chez ces jeunes filles, il peut y avoir effectivement une augmentation de l'anxiété. Je suis partie du principe que cette augmentation de l'anxiété liée à la crise sanitaire allait impacter tous les jeunes de la même manière, puisqu'en fait, les plaintes apparaissent systématiquement. Donc, c'est pour cette raison en fait que lorsque on voit des jeunes filles avec un syndrome de Turner là, depuis le début de la crise sanitaire, lorsqu'on voit des jeunes filles pendant cette situation qui est effectivement tout à fait particulière, en fait, moi en parallèle, je vois des jeunes filles avec un retard en hormones de croissance avec un retard de croissance pour pouvoir contrôler justement ce facteur d'anxiété lié à la situation sanitaire. La situation sanitaire, elle a eu des répercussions de toutes les façons sur le taux de participation. Un certain nombre de familles et de jeunes filles, en fait, aujourd'hui, refusent de participer compte tenu des risques de transmission, sachant que toutes les évaluations se font à domicile. Donc, effectivement, il peut être tout à fait entendu par l'entour, par moi aussi en tant que chercheur, que finalement les familles n'apprécient pas beaucoup de voir un étranger, même si je suis chercheur, arriver chez eux avec tous les risques sanitaires qui sont générés par la situation actuelle. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, je fais juste une petite précision un peu. Effectivement, en tant que sociologue, on sait, nous aussi, disons que c'est un petit peu un acquis dans les biais de méthode, c'est que dans le fait de refuser ou non de reposer à des questionnaires ou à des entretiens, souvent un nouveau contexte génère, si vous voulez, une forme d'anxiété ou de récalcitrance à effectivement répondre à ces questions, tout simplement parce que quand on accepte de répondre à des questionnaires ou de répondre à des entretiens, c'est souvent c'est un exercice d'évaluation sur soi ou de réflexivité sur soi. Et lorsqu'il y a un nouvel, disons, facteur externe anxiogène, cela fait un effet de blocage justement sur cette envie d'évaluation sur soi ou son fonctionnement familial. Donc effectivement, je pense que c'est un résultat en soi intéressant, probablement contre-intuitif, que vous ne m'ayez pas forcément souhaité, mais par rapport à votre programme de recherche. Ouais. Même Sylvie Audan a une question, donc je crois, pour Madame Lancelot, peut-être. Je te salue au passage, Guy. Contente de te Bonjour. voir. Oui, Madame Lancelot, j'ai été extrêmement intéressée par votre présentation parce qu'en fait, on a fait exactement
la même chose récemment avec un autre laboratoire de psychologie, le laboratoire d'Agnès Lacroix à Rennes, que vous connaissez peut-être, à Rennes 2, sur un autre syndrome très proche quelque part du Turner, c'est le syndrome de Silver-Russell, qui est aussi une maladie génétique rare et qui a en commun l'absence de déficience intellectuelle, la petite taille, le RCU, etc. Et vraiment, c'est très intéressant parce que on retrouve les mêmes profils de départ, c'est-à-dire le problème d'estime de soi, certaines fragilités au départ que vous avez très bien décrit là, dans votre population. Et en vous écoutant, je me disais que quand vous aurez pu faire toute votre étude, ça pourrait être intéressant puisque nous, on a une population homogène d'une vingtaine de jeunes adultes Silver-Russell. Peut-être, ça pourrait être un autre groupe contrôle vraiment très intéressant. Voilà, c'est une suggestion. Et on a fait exactement comme vous, c'est-à-dire qu'on est allé, il y a une thésarde qui est allée au domicile des patients pour les voir dans leur milieu. Elle a sillonné un peu toute la France parce que c'est quand même une maladie ultra rare aussi, enfin même beaucoup plus rare que le Turner. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. C'est extrêmement intéressant et effectivement, hein, c'est extrêmement riche si ultérieurement, en fait, les données, elles peuvent être aussi partagées, échangées, hein, parce que toutes les connaissances finalement dans les maladies rares peuvent être utiles aux maladies, aux différentes maladies. Donc, vous disiez que c'était un groupe de jeunes adultes. Oui. Contrôle. Moi, en fait, ce sont que des jeunes filles avec un syndrome de Turner, mais elles sont toutes mineures, en fait. Ce sont des adolescentes. Alors, il y avait des adolescents aussi. Hein. C'était 13 ans à 25 ans. Ah oui, d'accord. C'est ados, jeunes adultes, en fait. Mais moi, je serais tout à fait ouverte pour pouvoir échanger et puis éventuellement aussi discuter des résultats avec vous et l'équipe d'Agnès, où effectivement, en fait, à Rennes, on travaille sur des thématiques qui sont assez proches avec les collègues de Rennes. Une occasion de Mais oui, tout à fait. Ok. Merci Bien. beaucoup. Merci. Moi, j'avais une question, donc, puisque je profite, que pour l'instant, il n'y a pas d'autres interrogations là sur le chat. Moi, j'avais une question aussi sur ce que vous avez signalé dans l'un de vos transparents très en amont, sur les difficultés d'apprentissage des mathématiques. C'est ça? Oui. Et en fait, c'est assez intriguant parce que du côté des sciences sociales, on sait qu'il y a lorsqu'il y a blocage d'apprentissage, à certains moments, hein, donc du développement génétique de l'enfance ou de l'adolescence, il n'y a pas que pour les seules mathématiques. Souvent, il y a une sorte de blocage aussi, un peu qui porte sur les deux autres dimensions centrales, que sont la lecture et puis l'écriture, enfin, ou disons l'expression. Qu'est-ce que vous... Enfin, pourquoi est-ce que c'est seulement lié au syndrome de Turner, ce que vous pointez comme difficulté d'apprentissage en matière de calcul? Alors, c'est vraiment une particularité dans le syndrome de Turner. En fait, ce sont des jeunes filles qui ont peu de troubles d'apprentissage. Elles ont peu de difficultés en réalité. Donc, elles ont un fonctionnement intellectuel qui est tout à fait normal. Bien souvent, il existe une variabilité, mais bien souvent, on est sur un fonctionnement intellectuel qui est normal. Et ce sont des jeunes filles en fait, qui sont présentées et dont les parents aussi l'évoquent. Au niveau de l'éloquence verbale, tout ce qui relève du langage, etc., il n'y a aucune difficulté. Ce sont des jeunes filles en fait qui n'ont pas de problème. Bien souvent, elles suivent une scolarité qui est tout à fait adaptée. Oui, elles peuvent, pour certaines même, voire pour un grand nombre, suivre des études supérieures sans aucun problème, etc. Donc, au niveau des habiletés verbales, des habiletés d'apprentissage, lecture, écriture, il n'y a aucune difficulté. Mais on a une fragilité qui est rapportée régulièrement dans la littérature, mais attention, qui ne concerne pas toutes les jeunes filles avec un syndrome de Turner, puisqu'en fait, en fonction du cariotype, eh bien, il ne va pas y avoir systématiquement cette plainte. Mais
pour des jeunes filles avec un karyotype 45X, il est rapporté dans la littérature et il y a effectivement des plaintes exprimées par les jeunes filles et par les parents avec une fragilité au niveau de la résolution mathématique et tout particulièrement lorsqu'il s'agit de géométrie. D'accord. Parce qu'il va y avoir un lien avec le traitement de l'information spatiale. Je remercie vraiment tous les orateurs de cette matinée. Je remercie aussi Anne-Claire Leduc d'avoir vraiment illustré l'apport fondamental de l'Alliance dans cette approche sciences humaines et sociales. Je crois que s'il n'était pas là à la Fondation, on n'aurait pas pu monter tous ces réseaux, toutes ces opérations qui sont uniques, puisqu'elles, comme cela a été dit, ça implique un trio gagnant, c'est-à-dire une association, des cliniciens et des spécialistes sciences humaines et sociales. Et c'est un modèle d'ailleurs qui a plu au niveau de l'Europe, puisque nous sommes partenaires de European Joint Programme, un programme européen qui s'appelle Rare Disease, Co-Fund Rare Disease, et nous avons été chargés à la Fondation de lancer un appel à projet sciences humaines et sociales en 2021, qui sera doté de sommes très très conséquentes, ça dépasse plusieurs millions d'euros, pour étendre au niveau européen ce type de collaboration et ce type de problématique, avec toujours au niveau de consortiums, cette fois-ci internationaux, cette alliance, cette association entre des chercheurs, des spécialistes SHS et des associations. Donc la formule a plu, puisque nous avons reçu un nombre très important de candidatures, je crois 47 consortiums européens. Nous sommes dans la phase de présélection et il y a vraiment un besoin de cette approche, comme ça a vraiment été souligné par Anne-Claire Leduc, vraiment une prise en compte des aspects sciences humaines et sociales de ces pathologies, et pas uniquement les résultats biologiques qui sont fondamentaux, bien entendu, diagnostic et thérapie, mais aussi le vécu, et puis comment rendre, par exemple, une annonce diagnostique supportable par les familles. Tout un tas de questions fondamentales qui nous viennent du vécu des familles. On est là pour, avec toute humilité, dire quels sont vos besoins. Et ces besoins se sont fait sentir. Donc voilà, donc cet appel à projet est une réponse à une demande, à un besoin exprimé par les patients et leurs familles.